Bonjour, vous êtes Lucie Sauvé, vous êtes professeure à l'Université du Québec à Montréal, directrice du Centre de recherche en éducation, formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, coordinatrice du collectif citoyen sur la question des gaz de schiste au Québec. Vous pouvez nous parler de votre expérience en tant que scientifique et en tant que militante pour cette cause de gaz de schiste au Canada? Oui, on a mis en place un collectif scientifique sur la question du gaz de schiste au Québec parce qu'il était vraiment important de construire, de synthétiser et de construire le savoir relatif à cette question parce qu'on s'est rendu compte que nos gouvernements, nos décideurs avaient pris des décisions sur des données qui ne provenaient que de l'entreprise privée, donc qui ne provenaient pas de recherche indépendante. Nous sommes 166 chercheurs de toutes disciplines confondues. Et en fait, le diagnostic qu'on a fait de cette question est le même. En fait, la situation est la même que celle que vous vivez ici au Maroc. En 2008-2009, notre gouvernement du Québec a cédé à l'entreprise privée 75% du territoire habité du Québec aux entreprises pétrolières et gazières sans qu'il n'y ait eu aucun débat public, aucun débat démocratique. Tout ça s'est passé en catimini à l'insu de la population et quand on l'a appris, eh bien, on s'est rendu compte que les lois et règlements étaient verrouillés en faveur de l'entreprise. Et je me rends compte, à échanger avec les collègues d'ici au Maroc, qu'en 2010-2011, la même situation se produit ici avec la même dynamique finalement de manque grave de démocratie et de transparence. Alors, l'entreprise d'exploitation du gaz de schiste est inacceptable. Et on tente pourtant d'essayer de tenter de trouver des accommodements raisonnables, mais pour un projet qui est fondamentalement, écologiquement et socialement inacceptable. La fracturation hydraulique ou toute autre forme de fracturation détruit le substrat pour toujours. Vous savez qu'on y injecte de très grandes quantités d'eau, 10 millions de litres par fracturation. 6 ou 7 fracturations partaient depuis à peu près 1 ou 2 puits, 1 puits au kilomètre carré ou 2. Alors, et on introduit des quantités d'eau vraiment extraordinaires en injectant également dans cette eau 5 ou 600 sortes de produits chimiques dont on connaît à peine la nature et encore moins l'effet synergique de ces produits-là. Donc cette eau fortement contaminée est introduite dans le sous-sol et grâce à un système d'explosion qui précède l'injonction d'eau, de contaminants, de sable, eh bien, le substrat à 1 kilomètre ou 2 de profondeur et plus encore parfois se fissure complètement. Alors, se fissure en libérant le méthane qui est contenu dans la roche depuis des millions d'années. Alors, le méthane est ensuite extrait, en fait réacheminé à la surface en même temps que la colonne d'eau contaminée. Alors, évidemment, on ne peut retirer qu'à peine 20% du méthane ainsi libéré sur les 4 ou 5 premières années d'exploitation. Quant à l'eau, l'eau, elle reste à 50% dans le sous-sol et à 50% remonte à la surface. Et là, quoi faire avec cette eau fortement contaminée? On la met dans des bassins de décantation. Il y a là, évidemment, des émanations de produits toxiques volatiles. Et ensuite, on achemine l'eau où? Vers soi-disant des usines de traitement, mais qui ne sont absolument pas préparées pour traiter un tel liquide contaminé. Donc, la plupart du temps, la solution, c'est la dilution dans les cours d'eau. Maintenant, quant au méthane qui est ainsi libéré et qui est très partiellement récupéré, eh bien, il reste au sous-sol, mais libéré. Et là, il remonte tranquillement à la surface, de même que le 50% d'eau contaminée. Donc, remonte par les nouvelles failles
engendrées par la fracturation, mais aussi par un ensemble de fissures naturelles, parce qu'on ne connaît pas la configuration du substrat quand on lance de telles opérations. Alors, par toutes sortes de mécanismes physiques, les fluides eau contaminée, gaz remontent, ce qui veut dire qu'éventuellement, le méthane contamine les nappes phréatiques ou remonte à la surface, contribuant à augmenter les gaz à effet de serre. De même, l'eau contaminée, à la longue, finit par capillarité ou autre moyen à rejoindre les nappes phréatiques. Alors, c'est un procédé qui est inacceptable d'une part. Donc il y a une pollution par le méthane, il y a une pollution chimique, et il paraît qu'il y a aussi une pollution radioactive. Oui, parce que quand on fracture ainsi le sous-sol et qu'on fait remonter le fluide de fracturation, il remonte avec des métaux lourds et dans certains substrats remonte également avec des matériaux radioactifs et on n'a pas du tout les infrastructures pour traiter ça. Mais je pense que, bien sûr, il y a des enjeux écologiques majeurs parce que si ça se fait dans des milieux agricoles, on peut bien imaginer l'impact sur les productions agricoles et sur l'élevage. De nombreux cas d'atteinte aux troupeaux ont été signalés. Mais en fait, je pense que la situation inacceptable, globale, inacceptable de tout ça, c'est que le gaz de schiste est une filière qui nous amène à poursuivre l'exploitation des hydrocarbures. Et en fait, c'est une filière du siècle passé. Le Maroc, comme beaucoup de pays du monde, est à la recherche de remplacement justement des énergies fossiles par des énergies alternatives. Le Maroc voudrait, dès 2020, avoir remplacé les énergies fossiles par au moins 24%, sinon j'ai même vu des chiffres comme 42% d'énergie alternative. Et avec le gaz de schiste, le pétrole de schiste, les huiles de schiste, eh bien, on va dériver des fonds publics, parce qu'en partie, souvent, il y a aussi des fonds publics qui vont installer les infrastructures nécessaires et il y a des impacts sur les coûts sociaux, les coûts sanitaires, il y a des impacts sur les économies locales aussi, donc de tous ordres. Eh bien, on va investir sur les nappes phréatiques. On va donc investir socialement dans l'exploitation d'une filière qui nous ramène finalement à des énergies du passé plutôt que de nous propulser vers les énergies de l'avenir. On entend dire que le gaz de schiste, en fin de compte, même du point de vue économique, c'est pas tellement rentable, c'est une bulle qui va bientôt exploser. Qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un bénéfice vraiment pour la population, pour la communauté, ou bien seulement des paradis fiscaux pour ces compagnies pétrolières qui vont venir détruire l'écologie? Vous avez raison de parler de bulles spéculatives. Et en ce moment, c'est la dimension économique la plus importante et qui fait vibrer les investisseurs parce qu'on a des promesses de rentabilité importantes. Et actuellement, c'est ça, l'économie du gaz et des huiles de schiste sont dans la spéculation. Mais on sait très bien que les puits de gaz, de pétrole, et le pétrole est encore, on peut en extraire encore un pourcentage encore mais beaucoup inférieur à celui du gaz de schiste. Eh bien, il est rentable un puits pour quelques années, d'accord? Donc, il faut, après un puits, c'est un autre puits, un autre puits, un autre puits. C'est sans fin, là, la recherche de ces filons. Donc, c'est très coûteux. C'est très coûteux creuser ces puits successivement l'un après l'autre. C'est très coûteux en infrastructure routière. Évidemment, il y aura une création d'emplois temporaires,
surtout pour du camionnage, des casse-croûtes pour les communautés. Les compagnies gazières vont promettre, bon quoi, un terrain de football, la rénovation d'un bâtiment religieux ou autre. Mais au bout du compte, qu'en restera-t-il à cette population? Une destruction des paysages, destruction des économies surtout locales. Dans un pays où les réserves en eau sont très menacées. Oui, oui. Effectivement. Donc, c'est en termes de retombées économiques locales, c'est très temporaire et le bilan économique pour les populations n'est absolument pas positif. Et pour le pays non plus. Voilà, exactement. Alors, vu cette expérience que vous avez vécue au Canada, vu donc le côté écologique, vu le côté sanitaire, environnemental, qu'est-ce que maintenant le Maroc, notre pays, veut se lancer dans cette expérience? Qu'est-ce que vous recommandez comme en tant que scientifique et en tant que connaisseur de ce domaine de schiste? Qu'est-ce que vous recommandez donc pour les décideurs marocains? Cette entreprise de l'industrie du gaz et du pétrole de schiste correspond à un véritable écocide. Et mon jugement est très sévère, mais je le soutiens par divers arguments d'ordre scientifique, économique, politique. Je pense qu'il y a là une dérive extrêmement grave dans les choix politico-économiques, énergétiques des pays qui se lancent dans cette entreprise. Les profits ne sont qu'à court terme pour certains acteurs du monde économique et on est dans un recul par rapport à nos choix énergétiques, nos modes de production et de consommation d'énergie. Je vous remercie, professeur Lucie Sauvé. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal. Merci pour votre temps, merci pour vos conseils et merci pour ces recommandations que j'espère seront tenues compte par les décideurs marocains. Merci. Et créons une solidarité. Merci.